Bonjour à tous, bienvenue au combo presque Black Friday. Max, comment ça va? Comment ça, presque? C'est la semaine prochaine? Ouais, c'est la semaine prochaine. Ok, j'étais pas sûr. Non, c'est parce que c'est la semaine prochaine, mais on dirait que c'est juste ça que j'ai dans mes affaires, comme pré-Black Friday. C'est rendu On est rendu maintenant... là, hein? Non, c'est rendu que tu mets la table pour peut-être dans une couple de semaines faire le Black Friday. Ouais. Fait que c'est rendu fou. C'est rendu fou. Le Ben, monde c'est parce est que fou, Max. le Boxing Day n'existe plus. C'est rendu les soldes d'après Noël. Là, bientôt, le Vendredi fou n'existera plus. Ça va être, comme tu dis, là, le pré-Vendredi fou, le Vendredi fou, le post-Vendredi fou. Moi, de toute façon, tu sais quoi les seuls soldes que je cours dans la vie? Non? C'est les soldes de début de saison et de fin de saison des sports que je pratique. Parce que souvent, à la fin de la saison, l'équipement de l'année, il essaie de le liquider. Puis au début de l'autre saison, tu as encore des plus grosses liquidations sur les équipements de l'année d'avant. Je me suis fait un cadeau de fête en avance au début novembre, d'ailleurs. OK. Vas-y donc. J'ai acheté des nouveaux bâtons. C'est la semaine prochaine, ta fête, là, non? Oui, ben c'est ça. Au début novembre, je me suis acheté des nouveaux bâtons de golf. Écoute, c'est une des meilleures aubaines de ma vie. Je ne nommerai pas le magasin parce qu'ils ne me commanditent pas, puis je les ai payés, mais c'était des démos. Tu sais, dans tous les sports, tu as tu peux les essayer en magasin ou quoi que ce soit. En ski, mettons, des démos qui font les tournées du Québec. Là. Fait que là, il est écrit, possible qu'il y ait quelques scratchs sur les bâtons. J'ai juste acheté des fers. C'était 45% de rabais, je pense, au total. Fait que je me suis dit, hey, go, je les achète. Ils arrivent, ils sont emballés neufs. Et voilà. Ils sont neufs complètement. Ils devaient juste être sur le rack. Peut-être, mettons, que le fer 5 a été utilisé. Puis même à ça, s'il a été utilisé, il était emballé. Il n'y a pas une partie, puis il va y avoir plus de scratch. J'en revenais pas. J'en revenais pas. Quelle belle aubaine. J'étais content. Très content. Alors, bienvenue au combo. Cette émission où on règle les vraies affaires et où on tente de vous offrir des aubaines de paris sportifs. Exact. Ouais, sauf que la seule affaire, c'est que là, on vient de primer tout le monde à aller fouiller pour des rabais. Là. Ah ouais, Black Friday, vendredi fou, je vais aller m'acheter des nouveaux clubs. Ah ouais, peut-être je pourrais m'acheter des... Non. Attention, là. Faites comme avec ce que vous faites avec vos paris sportifs. Vous faites un budget avant de dépenser. Ouais. Hein, vous faites un budget. J'en vois déjà là, qui se disent hey, moi, en fin de semaine, là, on va prendre telle équipe, moi, aller m'acheter, moi, avec mes. Non. Faites attention. Petit budget, vous y allez. Hein? Puis après, peut-être que ça pourra vous payer vos bâtons. Et voilà, des fois, petit budget va bien. Va loin. Exact. Moi, c'est ce que je t'avoue, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé l'an dernier. J'avais un petit surplus dans mon compte mise au jeu plus, puis petit retrait. T'es payé des bâtons de golf avec ça. Ouais. Qu'est-ce que je vais me payer, moi? Qu'est-ce que je pourrais me créer comme besoin? Je sais pas. J'ai vu que tu as commencé à jouer au hockey Cosum sur une story Instagram. Ça se peut-tu? Ouais. Ça a tellement été difficile pour toi que ça t'a donné des maux de cœur, si j'ai bien compris. Exactement. Pas des maux de cœur, des hauts de cœur, là, mais des petits problèmes de haut cœur. Mais c'est pas grave. Ça m'a prouvé une chose que j'ai un cœur. Hein? C'est ce que tu me disais. Je sais pas. Peut-être qu'il y avait une roche. Ils n'ont pas vu le cœur. Ils m'ont dit que c'était les tissus autour du cœur. C'est pas grave. Okay. Mais oui, j'ai recommencé le Cosum. Je m'ennuyais de pouvoir. Mais quel bon workout! Un 2 heures de Cosum, tu sais, du cardio de Cosum, là, du stop and go. Tu sais, c'est fabuleux. Je trouve que ça me manquait. Fait que, ouais. Peut-être que je vais m'acheter des lunettes de Cosum, des pads de je sais pas, me créer des petits gants. C'est du Cosum, c'est pas du deck. Là. Non, c'est pas du deck. C'est dans un gymnase. OK. Exact. Merci, Max. Tu vois, tu me connais mieux que moi. C'est bien. Ouais. Sinon, peut-être quelques vinyles, quelque chose, je sais pas. As-tu une table tournante chez toi, ça doit? Oui, j'en ai. Je suis juste un peu paresseux, par exemple. Tu sais, le rituel de sortir le vinyle, de l'installer, de le faire jouer, de le tourner de bord. Maintenant, c'est tellement facile que c'est... Ouais, mais c'est le fun, par contre. C'est le fun! C'est le fun! C'est très le fun. Sais-tu qu'est-ce qui est pas le fun? Qu'est-ce qui est pas le fun? C'est Jim Montgomery qui a probablement mis sa maison en vente ou qui a des affaires à gérer qui ne s'attendaient pas là, récemment. Ouais. Je comprends, puis ça prouve toi aussi que tu as un bon cœur, Max, mais je suis pas super inquiet pour Jim. T'sais, Jim va bien, Jim a une fiche incroyable en saison régulière avec les Bruins de Boston. Et il faut dire également que je ne suis pas en train de dire et pas de diminuer là, la peine de Jim, au contraire, là, il pourrait pleurer sur mon épaule, mais je veux féliciter ceux qui avaient vu juste au début de la saison ou au début du pari et qui avait pris Jim Montgomery comme étant le premier entraîneur à être congédié cette année, Max. Bravo! Parce que c'était pas le favori. Non. Je veux dire, en même temps,
Puis ça je pense qu'on pourrait faire l'épisode au complet là-dessus. Là. La meilleure équipe des 2 dernières années, aussitôt qu'il y a eu une petite intempérie, là, une minuscule turbulence, poup, le coach a sauté. Honnêtement, j'en reviens pas. C'est intéressant de regarder l'évolution de la cote Gonzo. C'est drôle parce que le pari avait été lancé le 28 octobre et au sein même de la journée du 28 octobre, il y avait eu une évolution. Pour ceux qui écoutent en format vidéo, vous le voyez à votre écran. Là, il était passé de 20 à 15 au cours de l'après-midi. En fait, en 10 minutes. C'est fou. Complètement fou. Et là, après ça, bien sûr, il y a eu la très mauvaise séquence des Bruins de Boston qui a fait en sorte que Jim Montgomery, sa cote n'a cessé de chuter. Mais moi, honnêtement, on l'avait mentionné. T'sais, moi, mon choix, c'était Montgomery. Pas Montgomery, excuse, c'était Mike Sullivan. Moi, c'était Tort au début. Tort. Mais les deux, on avait dit, vu que les cotes étaient élevées à ce moment-là, un petit Montgomery ici, si jamais fallait que ça se poursuive. Mais moi, j'ai une confession à te faire. Dans ma tête, les Bruins s'étaient assez stabilisés pour pas que Montgomery saute. Je veux dire, on a gagné notre premier match sous Joe Sacco, puis on est déjà équipe repêchée. Mais il y a eu une accumulation, Max, je pense, aussi, avec les Bruins de Boston. On vient de sauver notre job du côté de Sweeney puis de Cam Neely. C'est ça que j'allais dire. Sweeney, il est allé peut-être stratégiquement aussi parce que, veut pas, on a des grandes attentes chez les Bruins de Boston parce que c'est une équipe où on n'a pas vraiment... On n'est jamais allé du côté de la reconstruction. Même si on a liquidé des morceaux il y a plusieurs années, on est allé chercher des choix de premier tour, d'ailleurs, qu'on avait complètement raté la cible. Rappelez-vous du repêchage de Barzal, puis de Chabot, puis de Kyle Connor. C'est pas grave, c'est pas ça. Le but de la conversation, mais, tu sais, il y a eu l'épisode Pasternak, il y a eu l'épisode Brad Marchand. Puis là, tous les joueurs disent des belles choses, mais je suis sûr qu'il y a eu une petite accumulation. Puis en raison du fait qu'on est allé chercher Elias Lindholm, on est allé chercher Zadorov, on est allé chercher de l'aide aussi dans l'entre-saison, là, on dirait que vu que ces joueurs-là ne livraient pas la marchandise, là, Sweeney a dit ça va prendre un coupable. Puis avant que le coupable soit lui, ça va prendre, c'est ça. De toute façon, tu le sais, c'est ça le chemin tout le temps qui est fait. Mais moi, je pense que si les Bruins ne se replacent pas, le prochain, ce sera dans l'entre-saison, mais le prochain, c'est peut-être Don Sweeney. Honnêtement, moi, je trouve vraiment qu'on vient de peser sur le bouton panique à Boston. C'est pas Jim Montgomery qui a échangé Linus Ullmark avant de s'assurer que Jeremy Swayman soit signé, donnant tous les arguments à Jeremy Swayman pour faire sa grève. C'est pas lui qui s'est pas entendu avec Jeremy Swayman avant la fin du camp. C'est pas lui qui a amené Elias Lindholm, qui à ce stade de sa carrière est plus le gars qui a été à Calgary il y a quelques années. Moi, honnêtement, je veux dire, combien de fois on a dit que les Bruins jouaient au-dessus de ce qu'on s'attendait à eux ces dernières années? Moi, honnêtement, même si je l'avais mentionné, je suis quand même surpris. Moi aussi, mais en même temps, je disais, puis j'imagine que tu vas me rejoindre là-dessus, je suis tellement pas inquiet pour un gars comme Jim Montgomery qui est débarqué, qui a fait un travail impeccable, maintenant une réputation qui est super. Je veux dire, lui, il se revire de bord, puis il va coacher dans la Ligue l'année prochaine si c'est pas cette année. Regarde, en tant qu'entraîneur-chef, tu sais. Ouais. Moi, j'allais dire que si mise au jeu arrivait avec un pari, est-ce que Jim Montgomery se retrouve un job avant la fin de la saison dans la Ligue nationale de hockey? Ma réponse est oui. Ouais. Puis je crois honnêtement que la perte de son travail va peut-être faire un effet domino et peut-être qu'il va être embauché à quelque part qui vont peser sur la gâchette plus rapidement que prévu. Souviens-toi, Claude Julien. Ouais. On avait dit du côté du Canadien que la soudaine disponibilité de Claude Julien, c'est en 2017 ou 2018? 2017, je pense. Hein? C'est la première année que chez Weber est à Montréal. On a dit que le fait qu'il est soudainement devenu disponible, ça a contribué à la réflexion alors que le Canadien n'allait pas bien pour faire le changement d'entraîneur. Je pense que ça peut être quelque chose de similaire. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est sûr que là, en raison du fait que Montgomery le fait francophone et tout le reste, on dirait que cette semaine, ça s'est emballé sur le Canadien de Montréal. Puis là, tout le monde pense qu'il va devenir adjoint Martin Saint-Louis. Oubliez ça. Ben non. Oubliez ça, ce gars-là. Ce gars-là va redevenir entraîneur-chef dans la Ligue nationale de hockey. Il faut que vous compreniez que quand tu es entraîneur-chef dans la Ligue, puis que tu as une bonne réputation, puis que tu as te replacé d'ici à la fin de la saison, tu n'as pas besoin d'être adjoint. Ceux qui redeviennent adjoints, c'est parce qu'ils ont besoin de redevenir adjoint avant de redevenir entraîneur-chef. C'est pas la même chose du tout. Moi, je suis d'accord avec toi, puis c'est le fun. Tu te dis ça va peut-être précipiter les choses pour la suite. Dans le fond, question en deux temps. Si Montgomery était le premier, c'est qui le prochain à ton avis? Puis est-ce que c'est Montgomery qui s'en va là-bas?
C'est Sullivan, le prochain. Là, je m'excuse, je persiste et signe. Là, je sonne comme une horloge brisée. Là. Une horloge brisée est à la bonne heure 2 fois par jour. Hein? Mike Sullivan. Parce que du côté de Pittsburgh, c'est le contraire. C'est la chose à faire. Ben, à mon avis, je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité sur Jim Montgomery. Là. Mais c'est la seule chose que tu peux faire pour peut-être essayer. Ce sont les mêmes arguments. Contrairement aux Bruins, je trouve pas que les Pingouins se sont replacés. D'ailleurs, je pense que vendredi soir, peut-être qu'au moment où vous allez écouter, si vous écoutez pendant le week-end, ça va déjà être fait, mais je pense que les Pingouins vont en manger une face aux Jets de Winnipeg. Ouais. Donc, moi, je pense effectivement que je persiste et signe avec Mike Sullivan. Il y a d'autres bons candidats. Là. Nashville, ça commence à chauffer pas mal. Ça chauffe à Nashville. Moi, je vais t'en sortir un autre bon candidat parce que je comprends pour Sullivan, puis ce serait la chose facile à faire, mais en même temps, tu sais, c'est le travail des deux de Dubas, là, je le mets là-dedans parce que puis Dubas a été, il y a eu des pressions de la part des vétérans, entre autres Sidney Crosby pour aller chercher Carlson et aller chercher d'autres joueurs. Mais en même temps, tu sais, Extall a fait un travail horrible aussi. Puis Sullivan, il est là, puis il se dit, moi, je comprends qu'il y a des joueurs étoiles, mais ces joueurs étoiles-là, ils n'ont plus l'âge non plus, puis l'impact qu'il y avait auparavant. Puis on a tellement échangé de choix de premier tour qu'il n'y a pas d'aide. On a souvent eu cette discussion-là. Mais ça fait 9 ans. T'sais, son temps est fait, je trouve. Je suis d'accord avec toi. Pas dans la ligue, là, avec Pittsburgh. En même temps, si Sullivan s'en va, moi, je vois pas je vois pas un changement au niveau du rendement des Penguins de Pittsburgh. Je vois pas comment ça pourrait être fait. Là où je t'amène un candidat qui est peut-être un peu différent, puis il était quand même sur la liste, c'est Lalonde avec Détroit, tu vois. Moi, je trouve que Yzerman a amené beaucoup de vétérans. On a voulu un peu accélérer la reconstruction à Détroit, puis on n'a pas les résultats. T'sais, la barre et les aspirations ne sont pas si hautes encore, mais je trouve qu'il n'y a pas de progression chez bien des joueurs des Red Wings de Détroit. Puis en plus, on est presque... En tout cas, ça a peut-être été mal amené, la reconstruction. Moi, je ne suis pas un gros fan de l'accélération, mais je trouve qu'avec les résultats qu'on espère, Lalonde n'est peut-être pas ton homme. C'est un choix très intéressant. Honnêtement, on dirait qu'il y a tellement d'équipes qui déçoivent plus, qui n'étaient pas tant que ça sur mon radar. Tu sais, honnêtement, quasiment Jared Bednar est plus sur mon radar que Lalonde, mais c'est pas du tout un mauvais choix. Non, Lalonde est là. Tu as parlé des Prédateurs, c'est normal. Il y a même Patrick Roy qui revient souvent dans les... en se disant, bon, Lamoriello est un gars tellement imprévisible que ça pourrait être... Patrick Roy aussi, c'est un gars imprévisible. Exact. Ouais, mais absolument, qui se ressemble, s'assemble. Ils doivent bien s'entendre. Tu penses? Je sais pas. C'est vrai que je connais pas tant que ça le tempérament de Lou Lamoriello, mis à part le fait que c'est un bizarroïde. D'ailleurs, je connais pas plus Patrick Roy personnellement, mais on connaît par réputation. Puis ça va pas bien avec les Highlanders. On marque pas. On le sait, là, mais on marque pas de but chez les Highlanders. Là, fait que, mais les équipes de Lou Lamoriello, là, à part les Leafs parce qu'ils ont repêché du gros talent, ils marquent pas plus. Les Devils des années 2000, là, pas parce qu'ils marquaient des buts qui étaient bons. Non, c'est vrai. Et puis je me rappelle même de la citation quand il a donné le contrat à Bo Horvat. Trop d'argent, trop longtemps. Merci, Lou. Tu signes un gars, puis ton premier commentaire sur la signature du gars que tu viens offrir un go contrat, c'est « Ouais, je l'ai signé trop longtemps, trop d'argent. » Tabarouette. Lui, vois-tu, c'est le contraire de moi avec mes bâtons de golf. Il était pas content de son deal. Non, lui, écoute, c'est quasiment s'il s'était fait fourrer, puis il l'exposait pareil. Je les ai achetés pareil. Je les ai achetés pareil, je savais que c'était cher. Il a payé le plein prix, il savait que ça valait pas ça, mais il était mal pris. Ouais, mal pris. Il va être mal pris, mais être mal pris dans la vie. C'est pas grave. Pour vos paris, d'ailleurs, pour aller jeter vos clubs de golf après, là, c'est Mise au jeu plus et miseaujeu.com. Max, on parle de buts. Puis que les Highlanders en prendraient des buts. Parlons du Maurice Richard, parce que Austin Matthews, cette semaine, on a appris qu'il était parti en Allemagne, lui qui aime bien le vieux continent, pour aller voir un médecin. Un médecin avec peut-être une approche un peu différente de celle des médecins d'ici en Amérique du Nord. Est-ce que Austin Matthews, malgré son absence, pour toi, est encore un candidat sérieux pour le Maurice Richard remis au meilleur buteur de la LNH? Pas du tout. Non! Pas du tout. Non. Il n'y avait déjà pas un particulièrement bon début de saison. Donc, c'est pas comme... je sais pas, moi, si on avait appris qu'Alex Ovechkin, sa blessure était seulement 2 semaines, j'aurais dit, ben oui, moi, honnêtement, puis moi, ça me déçoit assez. J'étais tellement embarqué dans le train au vie Maurice Richard, 50 buts, tout ce que tu veux. Mais non, pour moi, Matthews est plus là. Et honnêtement, je vais t'amener c'est vraiment pas un champ gauche. C'est juste que je pense que malgré ce qu'il a fait l'an passé et ce qu'il fait à date cette année, il est quand même pas le choix préféré des gens. C'est Sam Reinhart. Je pense que t'as pas le choix d'y aller avec Sam Reinhart en ce moment. Hey, on en a parlé il y a une couple de semaines, puis Reinhart, je pense qu'il était 7e sur la liste. Ça a pas de bon. Il était à comme 25 ou 30 fois la mise, Sam Reinhart, puis
il était quand même sur une super séquence. Là, c'est quoi? C'est 12 matchs de suite avec au moins un point pour Sam Reinhart. Ouais. C'est une pièce importante. Il joue à toutes les sauces. C'est lui le buteur. Puis, tu sais, là, il était à égalité. Là, quand je regarde les cotes là, pour le Maurice Richard, il était à égalité avec Léon. Tu sais, Leon Draisaitl et Sam Reinhart. Ils sont à égalité au premier rang aussi. Là. À 6 fois la mise. Mais finalement, on commence à avoir un peu de respect parce que tu le dis, l'année passée, ce gars-là a rempli le filet. Puis on se dit, c'est une affaire d'une année. Ça ne l'est pas. Puis ça a pris du temps cette année avant qu'il y ait un peu de respect vers Sam Reinhart. Mais même à 6, je trouve la cote encore intéressante. Parce que c'est ouvert. C'est ouvert et il l'a fait 57 buts l'an passé. C'est pas, passe-moi l'anglicisme, c'est pas un fluke. C'est pas une bonne petite séquence ici. Même que, tu sais, moi, je regardais autant Zach Hyman que Sam Reinhart cette année pour voir, OK, comme c'est-tu, sans dire des Jonathan Cheechoo, tu sais, est-ce que leur saison de 50 buts, dans 10, 15 ans, quand on va regarder ça en rétrospective, est-ce que ce sera des anomalies à la fin de leur carrière? Ben, je pense que dans le cas de Sam Reinhart, ce sera pas une anomalie. Dans le cas de Zach Hyman, ça va être une anomalie. Honnêtement, ça aurait aussi été mon pari à la fin de la saison, au début de la saison, pardon, parce que, en tout respect pour Zach Hyman, c'est un gars dont j'adore le style de jeu, puis c'est un gars que j'adore tout court. Sam Reinhart, c'est quand même un deuxième show total. C'est quand même un gars dont on s'attendait à cette production-là, ou du moins une bonne production éventuellement dans sa carrière. Puis, écoute, le trio de lui, Barkov puis Rodriguez, c'est ça. Non. Quel trio! En avantage numérique, et de talent. C'est en avantage, il marque en avantage, il marque en désavantage, il sait se placer, il a un flair, il a un bon sens d'anticipation, Sam Reinhart. Puis il a des aptitudes naturelles offensives, là, contrairement à Hyman, qui est plus pas un piocheur puis un grinder, là, mais c'est comme un Gallagher de luxe, Zach Hyman. Il va dans les endroits. C'est correct, il fait très bien sa job. Reinhart a un peu plus de finesse quand même. C'est un gars qui est capable de placer son lancer très bien. C'est un sniper, Sam Reinhart. C'est un bon joueur. C'est un gars qui est sous-estimé, je trouve, dans la Ligue nationale de hockey. Je me rappelle quand il était avec les Sabres de Buffalo, c'était tout le temps en deuxième moitié de saison qu'il ouvrait la machine. Sais, dans les poules de hockey, là, c'était tout le temps le joueur que j'allais chercher. Puis après, soit à la date limite ou à pause du match des étoiles, c'était le gars que je convoitais parce qu'en deuxième moitié, là, il pétait tout le temps. Mais maintenant, depuis qu'avec les Panthers, il marche tout le temps. C'est une cote quand même qui est élevée à 6. Je regardais les autres cotes plus loin parce que, comme je dis, c'est assez ouvert. Kaprizov à 8 fois la mise, intéressant. Rantanen à 9 fois la mise, très intéressant. Et je t'amène un nom qui est peut-être un peu champ gauche, mais en raison de l'absence d'Austin Matthews, est-ce qu'un gars comme Willie Styles, William Nylander à 20 fois la mise, moi, je ne dormirais pas sur Nylander, peut-être avec une petite mise. Tu me fais plaisir avec Will Nylander. J'aime pas ça du tout. 20 fois, Max. Puis quoi, il est 13 en 19. Il est capable, Willie. Il a déjà marqué 40, là. Ouais. Mais c'est parce que je vois moins Will Nylander avoir une saison de 55 buts, mettons. Je le vois plus finir du 40-60, tu sais. Ouais, mais l'affaire là-dedans, c'est qu'il y avait tout le temps Matthews. Là, il va durer. Tu sais, combien de temps? C'est quand même 2 saisons consécutives de 40 buts là, pour William Nylander. Puis je comprends que c'est pas la lune de miel non plus avec Bérubé. J'essaie juste de voir le potentiel versus le rendement des différentes cotes. Puis je trouve qu'il y a une énorme différence entre les deux. Tu sais, il y a des paliers, là. Sinon, ben, on peut nommer celui du Canadien, là. Tu sais, c'est l'éléphant dans la pièce, mais Cole Caulfield à 16 fois la mise. Tu sais. Pas un gros éléphant. Non, c'est vrai qu'il n'est pas gros. Mais tu vois. Petit éléphant. OK, je te pose la question. Cole Caulfield à 16 fois la mise ou Willie Nylander à 20 fois la mise? Big Willie style. Moi aussi. Big Willie style. En tout respect pour Cole. On se fera pas des amis, là. T'es à Montréal, on n'est pas à Toronto, là. Non. Exact. On va recevoir des bêtises sur nos commentaires. Les deux, on porte des chandails de Montréal en plus. Mais oui. Puis moi, c'est un chandail du Canadien en plus. Mais oui. C'est vrai. C'est vrai que c'est un chandail du Canadien. Je te vois rarement porter du gear du Canadien. Non, je vois, je reconnais cette collection. Ben, c'est un petit clin d'œil quand même. Là. C'est un mélange, une collaboration avec le Canadien de Montréal, mais ouais. Moi, ce n'est que mon chandail de ma propre équipe de hockey de Beer League. Mais c'est quand t'es grand du big, c'est que t'as ta propre merch. Tu sais. Exact. C'est ça la différence entre toi et moi. OK. Non, mais moi, j'aime bien Kaprizov. J'aime bien Kaprizov, par exemple. Si c'est pas Sam Reinhart, là, c'est peut-être un manque de respect qu'on a envers Léon, qu'on n'a vraiment pas nommé, mis à part fait. On a dit qu'il était meneur, là. Mais. C'est un peu un manque de respect envers Léon. Mais moi, j'aime mieux Kaprizov pour le Hart. Ouais, je comprends. Moi, je pense que Kaprizov va recevoir beaucoup d'amour pour le Hart cette année parce que, honnêtement, là, j'essaie de penser vraiment rapidement, puis je suis assez à l'aise avec cette affirmation-là. Je pense que c'est la super vedette de la Ligue nationale de hockey qui est le moins bien entouré offensivement, qui n'a pas à tout le moins un vrai
Robin, là, solide. Parce que mes respects à Matt Boldy, mes respects à Zuccarello, tu sais, c'est pas Léon à McDavid, c'est pas Reinhard Tkachuk, qui tu veux, à Barkov, c'est pas Rantanen à McKinnon, c'est pas n'importe lequel que tu veux du Big Four à Toronto. Puis moi, je trouve qu'il est dans cette catégorie-là. Même Panarin à New York, j'aime mieux son personnel de soutien offensif. Je suis d'accord. Je pense qu'on est pas mal de faire le tour. Peut-être Pasta à Boston. Sais-tu quoi? Peut-être Pasta à Boston. Ouais, j'aurais pu dire sinon Jack Hughes au New Jersey. Ben, même Jack Hughes. Mais il est bien entouré. Il est bien entouré. La profondeur du noyau offensif des Devils, je la trouve plus intéressante que celle du... Hey, le Wild, là, puis regarde, d'ailleurs, j'ai gagné une pizza la semaine dernière. J'ai oublié de te le demander. J'ai oublié de te le dire. Je tiens à te le rappeler. Bravo, Max, c'est ta première pizza. On se souvient tout le temps de notre première. Hein? Pizza. C'est pas ma première. Ben, c'est ta première. Non, c'est un mensonge que tu viens de dire. C'est pas non, c'était 5-0. Non, c'était 5-1. Au total, ça ramenait ça à 4-0. C'était 5-1, mais au total, ben oui, mais bravo, Max. Je pensais que si un jour c'est 5-5, ce sera pas je t'en dois 5, on ramène ça à 0. OK. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu sais que ma première est arrivée il y a très longtemps, ma première pizza. Ouais, pizza. C'est un amour pour la pizza qui profond, qui remonte à loin. Pas autant que... Moi, ça a l'air que mon premier amour, c'était le chocolat. Le chocolat? Ouais, moi, c'était la lutte. La lutte? Ah ouais, la lutte. Non, je dirais... Non, ça a été les sports. Ça a été le hockey, le baseball, le football et la lutte. Okay. Mais la lutte, moi, je parlais strictement d'un point de vue culinaire, là, je t'avoue. Parce que sinon, c'est effectivement le hockey. Culinaire, ouais. Toi, c'était la pizza? Non, c'était le chocolat. Ça a l'air, ma mère a dit, là, je pense que c'est à ma fête d'1 an. Elle a dit, on a mis un petit bout de chocolat, puis ça a l'air que je suis tombé à la tête là-dedans, puis j'ai jamais arrêté. C'est le fun que tu te dévoiles comme ça chaque semaine au combo. Tu vois, les gens apprennent à te connaître. C'est magnifique. Ouais. Grand fan de chocolat. Bravo, Max, pour ta pizza. Merci. Bravo pour ta pizza. Et on en a une autre en jeu là, sur le Wild, justement. C'est là où j'allais avec ça. C'est que j'ai choisi le Wild pour terminer devant l'Avalanche du Colorado. Ben, si le Wild perdait Kaprizov là, à ce point-ci de la saison, puis en plus, jeudi soir, face aux Oilers, il y a eu une frousse. C'est Kagi, j'oublie tout le temps comment Drake Kajula. Lui, là. Ouais. Kajula. Kajula qui a sorti le genou. D'ailleurs, hein, Boldy est venu dire, c'était un long combat, je sais pas si tu as vu ça. Oui. Pas joli. Bref, je pense qu'en ce moment, la perte de Kaprizov, hypothétique, pour le Wild, serait la plus grosse perte dans la Ligue nationale de hockey pour une équipe. Je suis d'accord. Tu sais, ça a commencé l'année, rappelle-toi, avec le rapport qui sortait comme quoi Kaprizov va pas vouloir signer un prochain contrat. Il va aller rejoindre Connor Bedard avec les Blackhawks de Chicago. Imaginez si Kirill Kaprizov quitte le Wild du Minnesota. C'est gros, là. C'est gros. Puis je suis d'accord avec toi. Tu regardes les centres, OK, Eriksson Ek puis Marco Rossi, mais c'est pas gros. Puis Boldy est super bon là, aussi, là, mais c'est une équipe où Kaprizov puis le Hart cette année, là, ça risque d'être comme Taylor Hall les Devils il y a une couple d'années. C'est très intéressant. Ouais. Tu te rappelles, je pense que le deuxième pointeur avait comme une trentaine ou une quarantaine de points en arrière. Puis je dis pas que c'est ce qui va arriver, mais il y a une grosse coche là, en dessous de Kaprizov. Ouais. C'est l'année où probablement que McKinnon, ça a arrêté son premier Hart cette année-là, mais il s'est blessé. Ouais, Nathan McKinnon. Ce qui fait que Taylor Hall a terminé. Puis en plus, parce que le comparatif est tellement bon, parce que récemment, je ne sais pas pourquoi je t'ai tombé là-dedans, là, mais Taylor Hall, cette année-là, était... parce que c'est une année où McDavid a raté les séries. Et Taylor Hall n'a pas terminé la saison meilleur pointeur, deuxième meilleur pointeur. Il avait terminé avec 93 points. 93, ouais. Puis il était quelque chose comme 5e là, meilleur marqueur de la Ligue nationale de hockey cette année-là. Je pourrais imaginer un scénario, tout dépendamment de combien de points derrière il serait, mais de toute façon, en ce moment, c'est pas le cas. Là. Il est à égalité au premier rang de la Ligue nationale de hockey. Mais je pourrais imaginer un scénario si Kirill Kaprizov, même s'il termine 3e, 4e, 5e marqueur, qui pourrait gagner le Hart. Et Taylor Hall, je te confirme, c'était 6e cette année-là. 6e au trophée Hart Ross. Je te pose la question. Le deuxième pointeur des Devils cette année-là avait combien de points si Taylor Hall en avait 93? 2017-2018, ça, hein? Exact. Eh boy. J'aurais 18. Ouais. Est-ce que... Je te demande pas son nom, je te demande juste le nombre de points. Le nombre de points? Ouais. Ça devait genre être Paul Mary à, je sais pas, moi 60, mettons. Paul Mary est à 44. T'avais Will Butcher à 44. Et celui qui est terminé au deuxième rang, c'est Nico Hischier à 52 points. Donc 41 points de différence. 41 points de différence, pareil, Max.
Est-ce que Will Butcher joue encore, d'ailleurs? Non. Il est arrivé quoi, Will Butcher? Écoute, une méchante débarque, puis pas à peu près, là, Will Butcher. Dans ma tête, il était pas vieux. Non, pas du tout. Pas du tout. C'était sa première année. C'était son année recrue avec les Devils du New Jersey à 44 points. Et après, il n'a jamais refait. D'ailleurs, je viens de regarder. De 44, 30, 21, 11, 8 points. Merci, bonsoir. Il joue en KHL cette saison, Will Butcher. Bon, tu vois. Il n'est plus là. Ouais. Salutations, Will. T'es un bon défenseur quand il est rentré, rappelle-toi. Ben, c'était pas un gagnant du trophée Obi Baker, ça? Ah, ou en tout cas, je me sais pas s'il a gagné là, Obi Baker, mais tu sais, c'était un cas de qui va le signer, là, un peu comme Jimmy Vesey ou avant ça. Ça avait été une belle prise pour les Devils. Lui qui avait été originalement, c'est ça, je me rappelle, c'était un choix de 5e tour de Colorado. Colorado qui l'avait repêché à l'époque. Will Butcher, on est rendu niché. C'est niché le combo, hein? Je ne pourrais pas dire, c'est la belle conversation à faire à la machine à café. Là. Mettons, vous êtes avec vos boys de pool de hockey. Là. Te rappelles-tu de Will Butcher? Non. Ah oui. Taylor Hall, là, cette année-là, 41 points de plus que Nico Hischier au 2e rang. C'est quoi le pire de ce que tu viens de dire? C'est que il n'y a pas très longtemps, parce que moi, je sais pas toi, là, OK? Là, mais moi, personnellement, là, ça m'arrive très souvent. Je reviens de voir, mettons, mes 2-3 amis. Là, puis, hey, comment ils vont être elles? Ça va bien. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Comment ça va à la job? Je suis dessus. Ah, puis il arrive quoi avec ta. Je sais pas, mon gars. Qu'est-ce que vous avez fait? Parler de quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Parler du pot. Puis à un moment donné, c'est qu'il y a eu un TikTok là, ou un Reel ou peu importe là, qui est passé, qui avait été viral. Puis c'était exactement cette conversation-là. Oui. Puis la fin de la conversation, c'était le gars qui disait à sa blonde, à la question « Vous avez fait quoi? » La réponse était « Oh, on a nommé pendant 2 heures des role players de la NBA des années 2000. » C'est exactement ça. Puis moi, je l'ai envoyé à ma blonde, c'est comme, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on vient de faire. Partir sur une cheer de Taylor Hall, Will Butcher, tac. Je sais que vous le faites tous ou à peu près à la maison. Ça peut être soit dans une chambre de hockey, soit avec des boys de votre pool de hockey. Puis là, hey, t'en rappelles-tu de tel gars? Oh, ouais, ça... Puis là, ça vire tout le temps dans les conversations. C'est la beauté du sport. Hein. C'est magnifique. Hommage à tous ceux qui ont ces conversations de nerds de hockey, puis qui en prennent plaisir, puis qui reviennent à la maison, puis que leur blonde ou leur chum leur pose des questions, puis ils se disent « Ah, je sais pas trop ce qui est arrivé, mais au moins, j'ai du fun! » Max, bonne nouvelle pour le Canadien de Montréal. On va parler de la semaine du Canadien de Montréal dans les prochains instants, mais avant, le retour de Patrick, ton Patrick Laine, je devrais dire, parce qu'au début de l'année, c'est toi qui avais pris Patrick, j'avais pris le petit Cole pour une belle pizza. Là, Patrick revient. Il va jouer combien de matchs, Patrick? Il va jouer à peu près une 60aine de matchs, à ton avis? Est-ce que Patrick va faire un tour de conditionnement dans la Ligue américaine? Est-ce qu'il accepterait? Je pense pas. Non. Carey a pu le faire. Ben, Carey le fait. Ben, ça fait beaucoup de matchs qu'il rate, là. Pas juste avant. Ouais, c'est énorme. C'est beaucoup. Mais je pense pas. À le voir aller dans les pratiques, non. Ben, en tout cas, je sais pas, mais moi, je pense pas qu'il va y aller. Tu penses qu'il va y aller? Jouer où? Avec Evans et Caulfield? Ben moi, je pense que c'est un bon timing pour amener Dak au centre. Là. Puis qui monte avec Slav Pinnick? Ben, Cole pourrait y retourner. Là. OK, ben qui joue avec Dak puis Laine? Ben, New Hook, on retourne au début de l'année. Non, il est 104, New Hook. New Hook, New Hook, je suis désolé, on le sait, c'est un gars de 3e trio. Je m'excuse. Je suis d'accord avec toi, puis le Canadien n'a pas d'autres joueurs de 2e trio, là, puis là, les mondes vont nous amener des Heinemann et compagnie. Ce que je trouve plate là-dedans, puis c'est pour ça que je pense pas que c'est ce qui va arriver, là, d'après moi, Laine va jouer avec Jake Evans. Jake Evans, l'échiquier au centre va rester de même encore un petit bout. Mais moi, je persiste et signe. Je veux revoir Kirby Dach au centre. C'est la saison des réponses. C'est la saison où tu veux savoir ce qui se passe. S'il reste 60 games, envoie-le au centre, 60 games. Là, tu en as un gars avec qui jouer. Si tu Laine, si tu Slav, si tu un autre, je sais pas. Mais vas-y avec des duos, puis maintenant, mets Laine là-dedans. Là. Ben, t'es mieux d'amener Marc Bruno plus souvent pour qu'il commence à gagner ses face-offs. Là. Ouais, je sais. Je comprends. D'ailleurs, on a vu Slav prendre des face-offs. Et si c'était ça la solution? Ah non, arrête. Là, tu ouvres une porte à du monde qui vont être... Slav, hey, pour vrai, là, on a vu assez de cas comme ça, puis de décès à Montréal avec du monde qu'on a essayé au centre. Faisons pas ça avec Slav. Faisons pas ça avec Slav, Max. Tu m'as perdu pendant une fraction de seconde, parce que quand tu as dit décès, j'ai entendu décès, D-E accent aigu, C accent, E accent grave, S. Je me pose les essais ont mené à des décès, effectivement. Là. Blague à part, par contre. Sais-tu à quoi j'ai pensé quand j'ai vu Slav prendre des face-offs? Quoi t'as pensé? Si ça peut juste faire une situation, Jamie Benn,
Jamie Benn, là, va voir le nombre de mises au jeu qu'il prend dans une saison. Ouais. Il est utile. Il joue pas au centre, mais il est utile, le gros bonhomme. Puis moi, l'an dernier, pendant les séries, à un moment donné, je regardais un match des Stars. Puis là, j'ai sorti mon ordi. Je me suis dit, est-ce que toute ma vie est un mensonge? Puis Jamie Benn est un joueur de centre. Qu'est-ce qui se passe? Non, on fait juste l'utiliser. Parce qu'il a déjà joué des matchs au centre. Il a déjà joué des matchs au centre. Mais ça fait plusieurs années. Là. Un centre, tu sais. Mais il est capable de rentrer, prendre des grosses mises en jeu importantes. Puis si tu es capable d'avoir quelques ailiers qui font ça, c'est important, pareil. Ben, moi j'ai. Tu sais, je veux dire, à la limite, si ce gars-là a faim puis qu'il veut apprendre, pourquoi on l'empêcherait de le faire? Je veux dire, c'est un gaucher. S'il joue souvent avec Suzuki, qui est droitier, qui se fait chasser de la mise en jeu ou une situation, ça va juste lui permettre d'avoir un peu plus de je sais pas, d'avoir une corde de plus à son arc, là, à Slav. Moi, je trouve ça beau. Voilà. Mais il y a une grande différence entre je suis là pour apprendre, puis si jamais j'ai des mises en jeu à apprendre, ben, au moins j'aurai une meilleure technique que peut-être que Slav est la solution comme deuxième centre du Canadien de Montréal. Tu vois, c'est là où j'embarque pas, malheureusement. Non, je suis d'accord. Moi, personnellement, ce serait Patrick Laine avec Jake Evans et Kirby Dach à l'aile. Et tu ramènes le trio initial. Moi, je veux revoir le trio initial. Moi, pour vrai, là que t'as Laine... En même temps, ça va bien en ce moment. Fait que pourquoi pas juste greffer Patrick Laine à gauche d'Evans puis de Caulfield? Possible aussi. Je suis pas sûr que je veux voir 3 droitiers puis 2 buteurs droitiers jouer sur le même trio. C'est un point très acceptable. Tu sais, je pense que Laine et Caulfield devraient pas jouer sur le même trio. Mon principe de base est le même, mais c'est qu'en ce moment, je trouve ça difficile de défaire Slav, Suzuki. En même temps, c'est pas si difficile que ça. Là. Non, mais Laine, au pire, tu l'envoies jouer avec Slav puis avec Suzuki, puis tu sais, Doc s'en vient jouer avec Laine puis Caulfield. Ça aussi, j'aimerais ça. Là, t'as 2 solides trios pareils, là. Tu sais, c'est... Puis t'as pas... Tu sais, t'as un buteur sur chaque trio, t'as des gars aussi avec des mentalités plus de passeurs sur chaque trio. T'as du gros bonhomme sur chaque trio. En tout cas, là, on va voir avec le retour de Patrick peut-être certaines combinaisons qui risquent d'être un peu plus intéressantes pour le top 6 chez le Canadien de Montréal, puis on en avait cruellement besoin. Mais s'il en joue 60, ton Patrick Laine, il en marque combien cette année? Rappelez-vous, au début de la saison, pour le plus et moins du nombre de buts marqués pour Patrick Laine, puis on en avait parlé ici, puis j'avais dit, il va jouer une 50aine, 60aine de matchs. Là, il va commencer, là, il va peut-être en jouer une 60aine. C'était 24,5 buts, plus ou moins. J'ai pas aimé ce que j'ai vu en pré-saison. Non, hein? J'aime pas le fait qu'il y a eu un autre 2 mois et des poussières sans jouer. Une blessure, une autre blessure. Je pense pas qu'il atteint le 20. Je suis pas certain qu'il atteint le 20. Je vais être très agréablement surpris et content pour lui s'il atteint le 20. J'y souhaite. Je vais être content. 20 en 60, là, c'est un but aux 3 matchs. C'est un but aux 3 matchs. Puis, je me rappelle que tu avais sorti... Ben, regarde, mettons, l'année passée, on oublie ça. C'était 6 en 18, ce qui était un but aux 3 matchs. Exactement. 6 en 18. Fait que fais ça x 3, ça te donne quand même 18 buts en 54 matchs. Sais-tu quoi? Je me ravise. Il va pogner le 20. Sais-tu pourquoi? Parce que c'est Patrick Laine. Puis Patrick Laine, sais-tu qu'est-ce qu'il fait? Il prend feu, des fois. Souviens-toi de son mois de novembre, là, il y a une couple d'années que tout le monde avait découvert qu'il avait fermé en même temps son compte Fortnite ou je sais pas quoi, là, puis qu'il était parti en feu. Il va faire ça en fin de... À un moment donné, là, quelque part au mois de février, là, il va faire... Boum! Ça va mal commencer, mais il va y avoir une séquence en février où est-ce qu'il va faire 10 buts en 12 matchs. Puis cette séquence-là, à elle seule, ça va faire comme Joseph Martinez avec le CF Montréal cette année. Là. On est tous là comme ouh, il a atteint 10 buts. Ouais, mais il en a marqué 5 dans les 5 derniers matchs. Ça va faire quelque chose de même. Ouais, il va en marquer 20 pile. Ça m'a pris 30 secondes de te convaincre. Juste avec les statistiques de l'année passée. J'allais te dire en complément qu'avant la saison désastreuse de l'année passée où il en a marqué 6 en 18, il en a quand même marqué 22 en 55 et 26 en 56. Fait que s'il joue, mettons qu'on lui donne 55 matchs, OK? Moi, c'est la blessure qui m'inquiète plus parce qu'il n'est pas allé pour l'opération, puis oui, il paraît bien, puis tout ça. Reste qu'une blessure au genou comme ça, quand tu reviens, il va être hésitant, il va peut-être avoir un peu de peur. Il y a une accumulation de blessures qui vient aussi de la saison précédente et des saisons précédentes. Là, on parle de Roy pour Kirby Dach. Il va y en avoir lui aussi, mais c'est un buteur naturel. Fait que de pouvoir zioter les 20 buts en 55-57 matchs, c'est très probable, moi, je trouve. Je ne sais pas s'il y aura une cote éventuelle. Si le 24,5 ressort, je vais en dessous, c'est sûr.
Mais si, par exemple, c'était à 19,5, comme on a parlé de Gallagher la semaine passée, à 19,5, tu prends-tu au-dessus ou en dessous? Ça dépend de la cote. Mettons que je te donne même cote, là. 1,80, 1,80. Il n'y a pas de favori. 19,5. Au-dessus. Tu sais, je vais aller en dessous. Juste en raison des blessures. Les statistiques dont tu as parlé des années avant, moi, c'est ça qui m'avait convaincu en début de saison. De dire, ouais. Parce qu'à part l'an passé, était l'anomalie. Ouais. Parce qu'à part de ça, c'était pas vrai la trame narrative de c'est plus le joueur qui était. Il était juste blessé. Parce que quand il était sur la glace, il produisait. C'est l'an passé l'anomalie, mais j'ai pas aimé le camp d'entraînement. Je comprends. Mais même l'anomalie, Max, l'anomalie, là, c'est 618. Fait que là, tu sais, le Canadien a joué 19 matchs au moment de l'enregistrement. Là. Mettons qu'il revient au match 23, ce qui lui fait qu'il va en jouer 60. Fait que fait la règle de 3, même avec l'anomalie de l'année passée, il est capable d'en marquer 20. C'est exactement 20 en 60. Exact. Mais c'est pour ça que là, soudainement, c'est parce que le camp d'entraînement m'avait fait dire « Oh, ça va y prendre un petit peu de temps. » Ouais. Mais là, c'est encore là, ça, là. Fait que c'est ça qui m'inquiète un peu. Puis c'est l'accumulation, comme tu dis, là. C'est le camp d'entraînement qui n'a pas été ce que ça va peut-être être frileux. À quoi tu t'attendais. Ben oui, mais là, en plus, c'est l'accumulation, puis la nouvelle équipe, puis tu sais, là, il y a quand même 20 matchs de jouer aussi. Là. Les gars ont pris un rythme qui est différent de OK, je commence ma saison, je suis hésitant, j'ai une blessure au genou, avec qui je joue. C'est plein de choses qui font en sorte que malheureusement, moi, j'irais pour. Puis je ne veux pas le dire, là, puis je le dis pas fort parce que je vais recevoir des tomates des partisans du Canadien de Montréal. Mais il y a un risque de blessure à nouveau sur ce genou-là qui a été guéri, entre guillemets, mais pas opéré. Fait que c'est pas un homme de fer, là, Patrik Laine. Là. Ça se peut que finalement, il y ait la blessure après 3-4 matchs, bang, il repogne de quoi. Puis c'est pour ça que dans ces paris-là de plus ou moins de buts, il faut prendre en considération les blessures. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Moi, la vraie réponse, si tu m'avais donné le droit de répondre ça, aurait été je me tiens loin de ce pari. Ah ben tu vois, peut-être que ce sera ça en fin d'émission, dans la rubrique On se tient loin. Tu me parleras de Patrik Laine? Je ne sais pas. Tu sais pas, hein? Oui, mais moi, je ne sais pas. Ouais, salutations à notre ami Dumas. Maintenant, Max, semaine du Canadien de Montréal, incluant le samedi soir à la maison contre les Golden Knights de Vegas. Par la suite, ça va être un mardi contre le club de Utah et un mercredi à Columbus avec les Canons pour affronter les Blue Jackets. Allons-y, tiens, peut-être en rafale sur les 3 matchs. C'est un gros défi pour Vegas. Vegas n'est pas la meilleure équipe sur la route, mais dans cette tournée canadienne, malheureusement, je les vois gagner contre le Canadien samedi. Oui? Ouais, je prends Vegas. Sinon, le Canadien plus 1,5 pour être le fun, mais sinon, je vais avec Vegas pareil. Moi, je pense que la semaine au complet, c'est une bonne semaine pour essayer de profiter des cotes bonifiées, des cotes augmentées pour la victoire à 2 issues du Canadien sur Mise au jeu plus, Gonzo, parce que je pense qu'ils vont être négligés dans tous les matchs, même Columbus, parce qu'ils vont être sur la route 2-2. C'est honnêtement, moi, d'une certaine façon, quasiment le match qui me fait le plus peur, parce que je m'attends peut-être à ce que ce soit là qu'on redonne finalement une chance à Cayden Primo. Mais même le match contre les Golden Knights, en fait, la question que j'ai pour toi est toute simple. Penses-tu qu'on va voir bon Monty ou mauvais Monty? Parce que j'ai sorti les statistiques dans le match contre Vegas. Parce que j'ose croire qu'on n'en voit pas Cayden Primo se faire Vegas. Non, mais à la limite, je pense que Montembeault risque de dans le filet samedi et mardi contre Utah. Et mercredi, on verrait Cayden Primo dans un 2-2. Mais regarde bien les stats de Monty dans la victoire versus dans la défaite, OK? Montembeault a 6 victoires. Dans ces 6 matchs-là, il y a un taux d'efficacité de 976. Ouais, c'est fou. Une moyenne de buts alloués de 0,76. 13,27 buts sauvés. Évidemment, ce sont tous des départs de qualité. Donc, des départs dans lesquels tu as un taux d'efficacité supérieur à la moyenne de la Ligue. Dans les défaites, par contre, il y a 9 défaites. 854 le taux d'efficacité. 10 buts encaissés au-dessus de ce qui est attendu. Donc, moins 10,14 buts sauvés. 4,35 la moyenne de buts alloués. Seulement 44% de départs de qualité. Ouais, mais justement, on peut presque dire en ce moment qu'ainsi va Monty, ainsi va le CH. Quand il est sur sa game, le CH a non seulement une chance de gagner, plus souvent qu'autrement, il gagne. Moi, je pense qu'un bon Monty samedi soir. Le Canadien joue mieux aussi devant lui. Dernièrement, le Canadien joue mieux, il faut lui donner. On a été très critiques à l'endroit du Canadien de Montréal. Le Canadien joue mieux. Un samedi soir à la maison, il faudrait le sortir. Là, on se rappelle, on faisait souvent les stats avec Carey Price le samedi soir à la maison.
Mais Montembeault enlève les mardis depuis le début de l'année, puis ses stats ont l'air un petit peu mieux. Fait que Vegas, là, non, mais c'est vrai, Vegas, c'est pas la meilleure équipe sur la route. Là, dernièrement, avec le voyage des papas et tout le reste, là, ils ont gonflé un peu leur fiche. Mais sinon, ils gagnaient seulement à la maison. Il y a une couple de semaines, ils ne gagnaient pas sur la route du tout. Le voyage canadien, ça a été correct, sans plus non plus. C'est pour ça que je te dis, je serais game d'aller pour le Canadien de Montréal parce qu'avec les cotes rehaussées, c'est très payant. Sinon, le Canadien plus 1,5 samedi soir, ça c'est mon choix. Mais les cotes de victoire contre Utah, très prenables. Puis contre Columbus, le facteur Primo me fait peur un peu. Le facteur Primo me fait peur un peu. Les canons là-bas aussi. Mais tu vois, si j'avais à choisir, mettons, une victoire sur les 3 matchs, là, je prendrais Utah. Je suis d'accord. Ceci étant dit, 2,75 contre un Vegas, pas bon sur la route, comme tu as dit. Je vais oser le Canadien samedi soir. J'ose le Canadien samedi soir. Et là, après ça, si les cotes sont au-dessus de 2 contre l'Utah et Columbus, moi, je te dis, je pense que c'est une bonne semaine pour cibler parce qu'avec des cotes au-dessus de 2, un 2 en 3, c'est rentable. Fait que je vais oser. Mais moi aussi, petit Caden, ça me fait peur. D'ailleurs, ben oui. D'ailleurs, si Yacoub à Laval continue de bien aller, là, moi, je suis pas contre l'idée. Connor aussi va bien à Laval. Ouais, correct. Mais Yacoub, je veux voir ce qu'il y a dans le ventre. Je suis pas contre l'idée que de temps en temps, tu le montes. Puis c'est plate pour Caden, il n'a pas fait le travail. Mais quand il y a une soirée de repos, tu le montes juste le temps d'une soirée, repos, Yacoub de bêche sur la glace, Montembeault sur le banc, redescend à Laval. De temps en temps. Ça va peut-être se faire par étapes comme ça parce que tu veux pas monter d'Obèche puis envoyer Primo au balotage puis finalement, de toute façon, même si on mettait au balotage, on ne le perdrait pas là, cette année. Là, tu veux pas que Dobèche passe des semaines sur le banc, là. Tu veux qu'il joue? Non, tu veux qu'il joue. Je pense qu'on va le voir en cours d'année. Mais pour le moment, je pense qu'on va vouloir lui redonner le filet juste pour voir comment il est capable de répondre. Puis ça risque d'être Columbus. Oui. Le seul problème, c'est que le Canadien de Montréal sur la route, c'est quoi? C'est 2 victoires en 9 matchs. Là, le Canadien, sa route a de la misère, là, comme bien des équipes de bas de classement aussi, tu vas me dire. Là. Oui. Mais c'est pas, dans un 2-2 à Columbus, bon, Columbus, c'est pas une puissance, là, mais le Columbus, c'est quand même surprenant. Là. Regarde cette semaine contre le Lightning aussi, puis regarde, ils sont capables de marquer des buts aussi. Là. Tu veux pas revivre un autre 7-5, mettons, là, à Columbus. Là. Moi, un autre mauvais départ de Primo, là, pas un correct, là, un autre mauvais départ de Primo, j'ai les réponses que j'ai besoin. Balotage, Max, fini. Là, autant que ça? Ah ouais, man. Pour vrai, je n'irais pas balotage, par contre. Je suis tanné, Caden Primo. Là. C'est pour vrai, au pire, qu'il fasse un Charlie Lindgren dans 2-3 ans ailleurs dans la ligue. Ça marche pas. C'est pas pour rien que le Canadien de Montréal est parti après Askarov ou après quelqu'un d'autre. C'était ton plan B de recommencer avec Montembeault puis Primo. Puis tu as besoin de quelqu'un qui soit capable d'épauler / challenger Montembeault plus. Puis Primo, là, il est sur un plateau d'argent depuis le début de la saison puis il n'a rien fait. Le Canadien n'a pas joué super bien devant lui. Mais tu as besoin de quelqu'un qui va le challenger, puis c'est pas Primo. C'est pas Primo. En tout cas, pas cette année. Tu t'es acheté un véhicule sportif puissant, là, parce que t'es passé de 0 très posé à 100 là, en 0,2 secondes. Je suis tanné, Caden Primo. La seconde avant, t'étais quand même bien posé. Tu le défendais quasiment en disant non. Columbus, ça va être difficile. Je pense qu'il va avoir sa chance de se reprendre. Et tant mieux s'il me fait ravaler mes paroles, mais on dirait que je suis tanné d'attendre. C'est comme... je comprends que pendant la COVID, il n'y a pas... Mais là, la COVID, ça fait 4 ans. Là. Comme on peut-tu recommencer à savoir où on est rendu où là, avec Caden Primo? On le défend tout le temps, il me semble. Là. Ouais, mais tu sais... Puis je suis d'accord, je l'ai dit souvent, les gardiens de but, c'est long, puis c'est tard, puis des fois, ils débarquent. Puis, tu sais, je parlais de Lindgren, on peut parler d'Aiden Hill, n'importe qui. Mais il fait rien. Je suis tanné. Excuse-moi, Gonzo, je dois te laisser parce qu'il y a un autobus qui vient de passer sur quelqu'un sur ma rue, il a besoin de secours. Je pense que c'est Caden Primo. Et puis en plus, le petit Caden, là, je veux dire, j'ai rien contre lui. Là. Bon, il est plus grand que moi. T'as bien senti. Juste année. C'est peut-être parce que je porte un chandail du Canadien aujourd'hui qui fait en sorte que j'ai comme mis une fibre de partisan en moi. Ouais, c'est ça. Ben le Canadien est en reconstruction, c'est pas grave tant que ça. Là. Je veux dire, je veux pas des victoires cette année. Mais c'est encore une fois, je reviens avec ça, c'est la saison des réponses. Tu as tes réponses. Et le Canadien de Montréal va commencer l'année prochaine avec un duo qui risque d'être... Pas qui risque, va commencer la saison avec un duo différent de celui de cette année. Moi, j'ai les réponses pour Caden Primo. Donc, je peux te donner. Vas-y, je vais prendre en note. Il est où mon crayon? Je vais l'envoyer après. Non, j'ai mon crayon, vas-y. Ben, c'est au mieux un gardien numéro 2 derrière un Connor Hellebuck, un Andrei Vasilevski
un UC Saros. Un des rares gardiens de but encore dans la Ligue nationale de hockey qui joue au-dessus de 65 matchs. Donc, un Caden Primo, derrière une bonne défense stable, et un gardien de but qui joue beaucoup de matchs, pas être correct. Bon, c'est comme si tu l'avais envoyé en dessous de l'autobus, toi, avec. Là. C'est juste mieux. C'est mieux enveloppé. Mettons que t'emballes mieux tes cadeaux que moi. Oui, ça, c'est un fait. C'est la seule différence. Hein. J'ai été célibataire longtemps. Il a fallu que j'apprenne à emballer des cadeaux pour ma famille. Je ne pouvais pas dire à ma blonde, peux-tu emballer ça, s'il te plaît? Tu vois. T'es-tu en train de Ce qu'on ne devrait pas faire, d'ailleurs, c'est très macho faire ça. J'allais dire, je m'excuse, mais je vais prendre cet extrait-là et je vais l'envoyer à ta blonde. Là. Je veux dire, elle va te retirer ta pizza que t'as gagnée. Non, j'ai envie de manger une pizza ce soir. Ouais, c'est pas moi qui va te la payer, en tout cas. Max! Jason NFL. Jason NFL. Là. Oui, s'il vous plaît. On a des bons matchs en fin de semaine en plus. On a des très bons matchs. Commençons avec cette belle confrontation entre les Niners, cette équipe bipolaire, et les Packers de Green Bay. C'est à Lambeau en plus en fin de semaine. Les Packers sont favoris dans cette rencontre. On va surveiller bien sûr l'état de santé de Nick Bosa, mais tu vois quoi dans cette rencontre, toi? On a ensemble beaucoup plus parlé de la mauvaise saison des petits tigres. Des petits tigres. Oh. Mais les 49ers, là, commencent sincèrement à être en danger de rater les éliminatoires. Ouais. Ils sont 5-5. Théoriquement, ils sont 10e de leur conférence comme les Bengals, mais ils sont 5-5, fait que c'est moins dramatique. Le sommet de la division est encore atteignable, contrairement aux Bengals, à moins d'une gigantesque surprise. Mais là, à Lambeau comme négligé en fin de semaine, c'est pas fait, ça. Là. C'est très loin d'être fait, même. Je t'avoue que je dors un peu ces Packers. On dirait que je continue de pas prendre les Packers au sérieux. Je sais pas pourquoi. J'ai rien contre les Packers, mais je les prends pas au sérieux. Les revirements, Max. Jordan Love est capable de te faire 4 passes de toucher, mais il est capable de lancer 4 interceptions, on dirait. Puis là, tu sais, Christian est revenu, mais Christian n'a pas le rythme qu'on connaissait non plus avant. Non. Puis en fin de semaine, moi, ce que je surveille, c'est que tu as, entre autres, Alexander qui n'est pas là aussi en défensive chez les Packers. Tu as 2 gros morceaux qui ne sont pas là en défensive. Puis je pense que ça va peser dans la balance pour les Packers, même s'ils sont à la maison. Moi, ce que je surveille, Gonzo, c'est que les 49ers ont eu leur semaine de congé là, récemment. Ouais. Et je ne sais pas si tu as vu ça passer, mais George Kittle et Brock Purdy sont allés ensemble à Jackson Hole, au Wyoming. Et sans se le dire, ils se sont amenés des ballons. Alors, pas vrai? À ça, tu me diras que depuis ce temps-là, ils ont joué 2 matchs puis une victoire, une défaite. Peut-être, mais surveillons ça. OK. Qu'est-ce que je peux te dire? Tiens, tu veux-tu un chiffre qui penche pour essayer de justifier ton choix des Packers? Non, mon choix est les Niners comme négligé. Ah, t'as pris les Niners finalement? Je tente de justifier mon choix des Niners. Parce que j'avais une stat qui est passée, puis moi aussi je prends les Niners, soit dit en passant. Les Packers sont 5-0 cette saison quand ils affrontent des équipes qui ont des fiches de 500 ou en dessous de 500. Donc, les Niners sont là-dedans. Et ils sont 2-3 quand ils affrontent des équipes avec des fiches gagnantes. OK, c'est intéressant. Ouais, mais en même temps, on se dit que les Niners devraient avoir une équipe, une fiche gagnante. Fait que c'est quand même bien. Moi, je pense que c'est la première défaite des Packers en fin de semaine contre une équipe qui joue pour 500 au moins. Ouais. Moi, j'y vais avec les Niners en raison des blessures en défensive des Packers. Moi aussi, j'y vais avec les Niners. On est d'accord là-dessus, Max? Ouais. Comme négligé, la cote est belle à 2,3. En plus, tu sais. Oui, j'y vais directement avec les Niners. L'autre match, celui-là, j'ai vraiment hâte de t'entendre aussi. Les Ravens, qui sont à 7-4, qui s'en vont faire un tour du côté de Los Angeles, au SoFi, pour affronter les Chargers, qui sont 7-3. Et même si c'est sur la route, les Ravens sont encore favoris. Je ne déteste pas les Chargers dans ce match. Oui. Je ne déteste pas du tout les Chargers dans ce match. Les Ravens perdent des drôles de rencontres cette année. On dirait qu'ils gagnent tous les matchs difficiles. Toutes les grosses équipes, venez-vous-en. Puis, bon, finalement, ils ont perdu contre les Steelers. Mais, tu sais, on a perdu un match contre les Bruns. On a perdu un match contre les Bruns du côté des Ravens de Baltimore. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu des Chargers dans le match face aux Bengals, même s'ils se sont fait remonter. Ça m'inquiète un petit peu, mais j'aime le fait qu'on est négligé à domicile. Je pense que la confrontation des frères Harbaugh, la première d'ailleurs depuis le retour de Jim dans la NFL, ça va être vraiment intéressant à surveiller.
Puis je pense que Jim va peut-être avoir le dessus sur son grand frère, moi. J'aime beaucoup les Chargers comme négligés. Moi aussi. Je les aime beaucoup. Vérifiez là aussi au moment de votre pari, est-ce que c'est favori par 3, favori par 2,5? Pour le moment, les Ravens sont favoris par 2,5. Alors, on va voir comment la cote va bouger aussi selon la température, quoique quand c'est là sur la côte ouest, la température est là ou les blessures. Mais moi aussi, j'aime beaucoup les Chargers. Puis, il y a une couple de choses, par contre. Je m'étais sorti quelques petites affaires là, sur la rencontre. Lamar Jackson et son histoire d'amour avec le Monday Night Football. En 8 matchs, Max, 20 touchés, aucune interception. Ben, fatiguant, lui. 20 touchés, aucune interception. Par contre, la défense des Chargers, tu l'as dit, OK, il y a eu des petits ratés, entre guillemets, contre les Bengals. Reste que c'est une équipe qui donne en moyenne 14,5 points par match. C'est le plus bas, la plus basse moyenne après 11 semaines depuis les Patriots de 2019. C'est gros. Puis Justin s'est réveillé, puis pas à peu près aussi. Là. Justin Herbert, dernièrement, là, il lance plus d'interception. Puis quand on regarde la tertiaire, on a souvent parlé de la fameuse tertiaire des Ravens qui donne au-dessus de 280 verges par rencontre. Il ne faut pas dormir sur Justin Herbert non plus en fin de semaine. Ben, lundi. Écoute, tu me voles mon punch. Ah ouais? Oui, parce que dans mes paris joueurs à surveiller en fin de semaine dans la NFL, Justin dedans. 2 passes de toucher. Oh, wow, au moins 2 passes de toucher pour Justin Herbert. C'est pas la cote la plus intéressante. Peut-être dans un combo à 1,69. Mais il a lancé au moins 2 passes de toucher dans 3 de ses 4 derniers matchs. Les Ravens, tu l'as dit, pour donner des passes de toucher, on est parmi les pires. On donne pile poil 2 passes de toucher par match en moyenne. 2 passes de toucher de Justin Herbert là-dedans. Parce que je pense que ça va être un match qui va être propice à domicile à des passes de toucher. Et l'autre joueur que je surveille en fin de semaine, Gonzo, ça va être dans le match des Lions face aux Colts. Amon-Ra St. Brown. Et je vais aussi y aller, pas avec un over-under, mais un plateau. Puis je le monte haut. 80 verges avec une cote de 2. Ah ouais? 80 verges au moins. 80 verges pour Amon-Ra St. Brown. Les Colts d'Indianapolis jouent de la défense de zone 80% du temps. Amon-Ra St. Brown décime les défenses de zone tout le temps. Il est 4e dans la ligue pour les verges, 3e pour les passes tentées dans cette direction, 1er pour les attraper. Amon-Ra St. Brown continue d'attraper tout ce qui est lancé dans cette direction. Contre la défense de zone spécifiquement, il attrape 85,5% des ballons que Jared Goff lui lance. Au moins 80 verges pour St. Brown contre les Colts en fin de semaine. C'est le 2e joueur que je surveille. Et ça, c'est une cote de 2. Ça, c'est intéressant. Ouais, ça, c'est une belle cote. Pour vrai, c'est une très belle cote. On dirait qu'on respecte un peu la défense de zone des Colts. OK, j'aime ça. J'embarque dans ce que tu m'amènes. Où je t'amène maintenant? Je vais commencer, tiens. Où tu veux? Ouais, je vais commencer avec Matthew Stafford pour y aller avec quart arrière pour quart arrière. Tu as pris Justin Herbert. Moi, je vais avec Matthew Stafford qui va faire moins de 249,5 verges par la passe en fin de semaine. Moins? Ouais, moins de 249. Tu fades Matthew. Ouais, mais le problème, c'est que c'est les Eagles en fin de semaine. Puis je regardais les Eagles. C'est quand même une équipe qui est très... Tu sais, depuis le bye week, les Eagles, c'est une équipe méconnaissable. Et c'est eux qui ont le 2e plus bas total de verges par la passe par match à 173,2. Bien. Et depuis la semaine 6, ils sont premiers. Donc, la tertiaire puis la défensive tout court des Eagles ne donne pas grand-chose. Là, on vous parle d'une moyenne de 173 versus un over-under de 249. Donc, Matthew Stafford va lancer 200, mais je ne le vois pas lancer 250 verges, même s'il y a Cooper Kupp et Puka Nacua et compagnie. Les Eagles, défensivement, vont bien. Alors, je vais en dessous en fin de semaine pour Matthew Stafford. Je suivrais ça. Ouais, puis mon deuxième, j'imagine que tu vas me suivre aussi. C'est une cote qui est autour de 1,80. Aussi, c'est Brian Robinson des Commanders. Et on parle beaucoup de Jaden Daniels, mais en fin de semaine, j'y vais avec Brian Robinson au-dessus de 68,5 verges au sol. De 1, 68, c'est très peu. Et de 2, contre les Cowboys. Les Cowboys. Les Cowboys, là, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, on regarde, ils sont 28e. 28e contre la défense contre la course, les Cowboys. Puis on dirait que depuis une couple de semaines, c'est encore pire. Fait que let's go pour une autre cote d'autour de 1,80. Là, allez fouiller dans les paris de joueurs. C'est vraiment intéressant. On va essayer de les mettre comme ça, Max, à chaque semaine. Je trouve que c'est un bon ajout au combo parce qu'on parle souvent des matchs, mais les paris de joueurs comme ça, d'en cibler une coupe par semaine, c'est des paris qui sont super populaires aussi. Écoute, j'avais fait la même chose que toi, mais la semaine passée, pour identifier le porteur de ballon contre les Cowboys, c'était Joe Mixon. Puis j'avais même pas pris son over-under, j'avais carrément osé le 100 verges.
109 verges, 3 touchés. Ils sont pas bons contre le sol, les Cowboys. Mais j'allais dire les touchés de l'année. Je pense la semaine passée, 2 touchés de Joe Mixon, c'était une cote de 5 ou de 6. Imagine, il y en a eu 3. L'avais-tu prise? Non. Non, mais je l'ai vu passer. Mais allez-y contre les Cowboys. C'est un beau buffet habituellement contre les Cowboys. Ça peut être le fun. Important. Max, les porteurs de ballon contre les Cowboys, ça pourrait être inclus dans notre segment dans la poche, mais vu qu'on n'a pas de doublon dans cette émission, on a décidé d'aller fouiller ailleurs. Oui. T'as quoi dans la poche cette semaine? Je t'avoue que c'est un dans la poche. Facile? Non. Non? Il y a un petit trou dans la poche. Il y a un petit... Non, parce que je brise une de mes règles. OK. Qui est? Je colle un dans la poche sur un match de division. Les Vikings sur la route, moins 3,5 contre Chicago. Chicago, c'est une solide chute dans les dernières semaines. Tu me diras que les Vikings ne sont pas convaincants récemment? Tu as raison. Mais ça demeure la défense numéro 1 en efficacité cette saison. On donne le 4e plus bas total de points par match à 17 en moyenne. Écoute, Caleb Williams, monsieur mon punter, va pas dégager souvent cette année. Donc, c'est quoi? Je m'attends à ce que la défense des Vikings soit capable de faire suffisamment de travail pour qu'ils se marquent maximum 13-14 points du côté des Bears. Et dans cette optique-là, je suis à l'aise de voir les Vikings être capables de peut-être mettre 20 points sur le tableau, gagner ça par au moins 4 points. Dans la poche, allez les Mauves, allez les Vikings. Avec les Cars, c'est vrai que c'est quand même audacieux. Comme pari dans la division. Surtout que Caleb Williams est pas mal meilleur à la maison que sur la route. Sur la route, il est atroce, mais les Vikings sont bons sur la route. Ouais, mais on gagne, mais on a eu la difficulté à battre des équipes ordinaires ces temps-ci sur la route, mais on gagne quand même. Tu gagnes. Dans la poche, tiens, je vais aller au hockey, moi. Dans la poche en fin de semaine, on en a parlé plus tôt à l'émission. Puis même si c'est un 2-2, j'ai joué avec les Jets en fin de semaine sur la route contre les Preds. Oh wow, donc tu les prends samedi et non pas vendredi? Non, j'y prends quand même. J'y prends sûrement sans Connor Hellebuck. Puis j'y prends parce que j'imagine qu'en raison du 2-2, la cote aussi va être un peu plus élevée. Puis c'est seulement 2 défaites là, sur la route quand même là, avant le match, à l'enregistrement, là, 2 défaites en 9 matchs. Puis les Preds, tu sais, t'en as glissé un mot. Ils ont encore beaucoup de misère, là, les Prédateurs de Nashville. Tu sais, t'as perdu par blanchissage dernièrement contre les Flames, contre le Kraken. Ils ne marquent pas de but. C'est très difficile. Puis de l'autre côté, on n'en donne pas tant que ça. Puis Scheifele est en feu. Kyle Connor contribue. On dirait que dans la majorité du line-up des Jets, ça rentre. Fait que je me dis, en plus, vu que c'est sur la route et c'est un 2-2, c'est une cote qui risque d'être un peu plus le fun quand même qu'une petite cote là, pour dans la poche. Fait que j'y prends pareil. Ben Gonzo, c'est un moment historique. Pourquoi? C'est un dans la poche d'un négligé. C'est la première fois qu'on entend quelqu'un choisir un dans la poche de négligé parce qu'au moment de l'enregistrement, ça a le temps de changer. Sur Mise au jeu plus, les Jets sont très légèrement négligés à Nashville avec une cote de 1,95. Let's go! Tu oses! J'ose! Let's go! C'est ballsy, ça! Bravo! Respect! 2-2. Attends, respect! C'est pas rentré, là. T'sais, non, mais je respecte l'audace. C'est audacieux. Des fois, là. C'est pas dans la poche, là. C'est pas des cotes à 1,20 qu'on vous donne, là. Je veux dire, tu sais, on le disait souvent là-dedans, là. Tu veux-tu te payer un café ou t'as le goût de t'acheter des bâtons de golf, là, tu sais? Les bâtons de golf. Moi, je suis ici pour les bâtons de golf. Moi aussi, je suis mes bâtons de golf. Je me tiens loin des Flyers. Ouais. Un match en particulier ou en général dans la vie? En général. Okay, ouais, je me tiens loin des Flyers dans le match contre les Blackhawks de Chicago parce que les Flyers ont eu une bonne séquence, mais sont très favorisés face aux Hawks. Très favorisés, puis pour moi, 2 mauvaises équipes comme ça, il n'y en a pas une qui a d'affaire à être autant favorisée face à l'autre. Peter Mrazek est très bon. J'ai plus confiance en Peter Mrazek que les gardiens des Flyers. Lequel? Donc, je me tiens loin. On pourrait mettre les trois dans le net. Erson, Fedotov, puis c'est qui l'autre? C'est quoi le troisième, non? Kolozov, qu'on a rappelé. Oui, c'est ça. Une gang de off. D'ailleurs, où est Connor Bedard? Mon pot l'appelle. Même pas une tentative de tir hier pour Bedard, si tu veux répondre. Première fois dans la Ligue nationale de hockey pour Connor Bedard hier. 3e. Il n'y a pas de tentative de tir? Oui, parce que pendant le match, il était écrit, c'était... Non, c'est arrivé. En tout cas, hier, pendant le match, il y a eu c'est ça. Mais à un moment dans le match, il y a eu un graphique qui est passé disant que ce serait la 3e fois de sa carrière si ça se maintenait. Pas de tentative. Donc, bon, je sais que tu as une grande équipe de recherche derrière toi, donc je vais te donner le bénéfice du doute. Quoique,
En tout cas, c'était la première fois dans mon pool qu'il n'y avait pas de tentative de tir. Il est sur le trading block. Je suis plus capable de Connor Bedard. Oui. Lui puis Primo, je les envoie. Non, c'est pas vrai. Connor, j'ai confiance quand même, mais c'est quand même décevant. J'ai besoin de plus de Connor Bedard dans mon pool pour gagner. Oh. C'est décevant parce que c'est plate pour Connor, mais il était identifié comme joueur générationnel. Il est frustré, là. On voit la frustration. Les joueurs générationnels, Crosby a gagné le Hart à sa 2e année. McDavid a gagné le Hart à sa 2e année. Ouais, je sais, mais hey, t'as-tu vu avec McDavid en a mis 50 ans comme année recrue. Il joue avec Dickinson et Anderson. Générationnel. Y a-t-il quelqu'un qui est à l'écoute présentement qui sait c'est qui Dickinson puis qui sait c'est qui Anderson chez les Blackhawks de Chicago? Pas grand monde. Pas facile. Pas grand monde. Pas facile. Fait que tu tiens loin de Connor Bedard ou... Non, moi je me tiens loin des géants. Des Giants. Les Giants. D'ailleurs, bravo. Là, je ne souhaite pas de mal à personne, mais au moins on a coupé les ponts avec Daniel Jones. Là. Et lui, il est mort de 40 millions. 40 millions par année pour le contrat. C'est un désastre. Comment est-ce qu'il s'appelait? C'est-tu Brock Osweiler qui a fait comme le record du cash pour le nombre de passes tentées, quelque chose de même? Oui, le fameux contrat avec les Broncos de Denver qui avait signé aussi. C'est-tu avec les Texans qui avaient signé le contrat après? Ouais, c'était avec les Texans. Avec les Texans, oui. Au début, il était avec les Broncos. Mais les Giants à la maison, 0-5 cette saison. Et là, je suis content par contre pour une chose. C'est le retour de Tommy, je mange des pâtes à la maison chez mes parents, DeVito. Tommy DeVito avec l'agent qui ressemble à Inspecteur Gadget. T'as rappelles, Max? The Italian Stallion. Yeah, he's back, baby. Mais là, le problème là-dedans, c'est que Drew Lock était numéro 2, lui, puis il se dit, tu sais, j'ai fait, moi. C'est le numéro 3 qui me passe devant, puis je devais jouer. Mais non. Tommy DeVito. Tommy DeVito. Mais oui. Fait que. Tommy DeVito, là. Non, les Bucks reviennent d'un bye week en plus. Là, sont un peu moins blessés. Ils vont se farcir les Giants solides en fin de semaine. Alors, je me tiens loin des Giants. C'est un bon choix, un choix sage, et c'est un choix que j'endosse. C'est bien ça, tu vois. On a commencé main dans la main et on termine main dans la main avec un chandail qui représente la même ville. Ouais. Puis on s'en va frapper des balles de golf. Je pense pas, non. Pas en fin de semaine. Non, t'as encore trop le cœur. On se fait-tu tatouer? Moi, j'ai le goût de me faire tatouer une pizza quelque part sur le corps. Une pizza? Ouais, on parle tout le temps de pizza, puis je me dis, ça prend cette place dans ma vie que je m'en ferais même tatouer une, moi. Si... OK, faudrait établir quelque chose. Si je me rends à 10, je me fais tatouer. Non. Moi, j'allais dire quelque chose comme si le Canadien fait les séries, ou si Patrick Laine en met 30 dedans, ou si Caulfield gagne le Maurice Richard. Pige celui que tu veux. Si le Canadien fait les séries, je suis prêt à ce qu'on se fasse tatouer une pizza. Ouais, ben, ça arrivera pas. Là. OK, non, t'en as donné 3. OK? Si le Canadien fait des séries, si Patrick Laine en marque combien, t'as dit? 30. Ben, 30, il n'en marquera jamais 30. Là. Ben, je sais. Tu peux l'enlever. Enlève. OK, 25. Mets-la à 25. OK, 25. Si le Canadien fait des séries, si Laine en marque 25 ou si Cole Caulfield gagne le Maurice Richard, vous votez à la maison. Puis c'est le résultat des votes qui fait en sorte que c'est cette catégorie-là qu'on va prendre la semaine prochaine. OK, vous votez pour qu'est-ce qu'il faut qui arrive pour qu'on se fasse tatouer une pizza. Les gens vont prendre le plus probable entre les trois. Ben, c'est le plus probable entre les trois qui va gagner, qui fait en sorte que si c'est celui-là qui rentre, ben on se fait tatouer une pizza. Tu mets ma destinée entre les mains du public, toi, là. C'est pas ça, là. Ben, je veux dire, c'est les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, là, l'important. Ouais, mais le public, ces temps-ci, là, pas un bon historique, là. Ah pour qu'est-ce qu'ils choisissent, là. Fait que, faut faire attention, là. As-tu reçu des commentaires que tu voulais nous partager, ou... Non, je regarde les votes publics, là, exemple, les élections, là. Ouais, mais c'était dans un autre pays, Max. Ça fait peur. Tu sais, on n'est pas en élection encore ici, là. C'est correct, regarde, fallait bien que je me fasse faire un deuxième tatou un jour. Tu vois, moi aussi. Bon. Tu sais, une pizza, ça va bien. Ça va bien avec toi. Ça fait partie de ta vie, ça fait partie de ma vie aussi. C'est un beau dessin, par exemple. Avec du fromage, là, tu sais, qui pend. Puis... Faudrait aller chercher une commandite de pizza, là. Faut parler avec nos chums chez l'Auto-Québec. Ça n'a plus de sens de parler de pizza de même et de pas en avoir. J'ai faim, là, ça n'a pas de... Moi, j'ai faim. C'est pas grave. Hey, bonne pizza. Ah, c'est normal, je viens de me rendre compte que j'ai pas dîné. Je peux bien avoir faim quand même. Ce gars-là dîne pas puis vous écoutez ses conseils pour prendre des choix en fin de semaine. Non, c'est parce que ce gars-là travaille tellement fort pour vous offrir les meilleurs conseils qu'il oublie de dîner. C'est incroyable. Ça n'a pas d'allure. Max, bon dîner / souper. Okay? Exact. Pour vous à la maison, j'espère que ça a été un buffet pour vous et un bon repas de cotes et de suggestions pour la fin de semaine de Paris. Mise au jeu plus, miseaujeu.com. Vous le savez, que ce soit les clubs de golf ou sinon les pointes de pizza, c'est pas grave. Là. Vous faites votre budget, puis chacun son budget. Là. On ne juge personne ici. Là, non.
Pas obligé de faire comme Max. Là. Vous pouvez vous payer une petite pointe de pizza, puis c'est bien correct aussi. Ouais. On n'est pas dans le jugement ici au combo. Non? Ouais, une pizza complète, tant mieux. Une pointe, c'est plate. Tu sais, t'en manges, tu as faim encore. Tu te relèves, tu vas en chercher une autre. Exact. Tant mieux d'en commander au moins 2. Ouais. Au moins 2. La dernière pizza que j'ai mangée avec toi, c'était de la pointe et tu étais arrivé avec 2 pointes. Et ça, je me suis dit, ça, c'est un connaisseur. Il vient avec 2 pointes. C'était chez Melon. Chez Melon. Ouais. Oui. Ah ouais, on n'a pas mangé de pizza ensemble depuis. Je pense pas qu'on a mangé de pizza ensemble depuis. OK. Ah, très bonne celle-là. Mais... La preuve qu'on est dû. Là. Soigne ton petit cœur de Grinch. Là, puis... Alors, il est soigné. Là. J'ai testé sur Caden Primo, puis finalement, il a bien répondu. OK. Il a bien répondu. Parfait. Bon week-end à tous. Amusez-vous à travers tout ça. Max, bon week-end. On se reparle la semaine prochaine. Ciao, le monde. Bye bye.